D'autres populations en Afrique, cette fois, ignorent également les risques encourus par la pollution de leur environnement. À Mounana, au Gabon, ou à Arlit, au nord du Niger, depuis des décennies, des filiales de la société française Areva exploitent des gisements d'uranium. Sur place, les habitants vivent sur un sol radioactif. Toutes les maisons sont construites avec des matériaux issus des mines. Tous les bâtiments sont donc contaminés et personne n'en est vraiment informé. De nombreux cas de cancer ont été recensés chez des mineurs locaux ainsi que chez les expatriés. Une enquête poignante de Dominique Hennequin sur les conséquences de l'exploitation de l'uranium au Gabon et au Niger. Tiens, c'est papa. Voilà, là, il y a papa qui arrive. Le médecin nous a dit votre père va mourir, quoi. Et c'est un cancer du poumon dû au radon. T'imagines toute la poussière qu'il prenait, là. Et là, ça m'est tombé dessus. Je dis, c'est pas possible. Puis alors, avec le décès de papa, des gens nous ont appelés, on se téléphonait entre amis, donc des anciens du Gabon, et on me disait, mais un tel est décédé, un tel est malade, a aussi un cancer, et l'autre, oh mais tu ne savais pas, mais une telle est... Alors là, on se rend compte qu'effectivement, il y a énormément de cancers, des femmes, des hommes, et au Gabon, on ne sait pas, hein. On n'en entend pas parler. Donc on s'imagine que c'est la même chose. Et puis que tout ça, c'est dû à l'uranium, en fin de compte. On s'est dit, c'est pas possible. De toute façon, là-bas, on nous disait que tant que l'uranium n'était pas traité en France, eh ben, on ne risquait rien. Voilà. C'est une photo qui me révolte. Jacqueline Godet a vu mourir son père, sa mère et son mari, tous les trois emportés par un cancer en quelques mois. Ils ont longuement séjourné et travaillé à Mounana au Gabon, dans une mine d'uranium, propriété de la Comuf, filiale d'Areva. Jacqueline et sa sœur Monique habitent désormais Mulhouse. Pour elles, aucun doute, leurs proches sont des victimes de l'industrie de l'uranium. Voilà, on voit encore le puits d'eau clos, je crois. Tout a été inondé. Mon père est décédé, mon mari d'abord, mon père décède après. Et en même temps qu'on se pose ces questions, en même temps qu'on commence à se révolter, c'est maman qui tombe malade d'un autre cancer aussi. Ça fait 3 morts successives de cancer. Je sais, en France, il y a des cancers partout, bien sûr. On entend parler de cancer partout. Mais là, dans cette famille, 3 cancers, 3 personnes qui reviennent du Gabon, peu de temps après. Hein. Tous ces amis aussi qui décèdent ou qui sont malades, on dit maintenant ça suffit. Mounana, Gabon. L'ancienne cité des cadres est à l'abandon. Vestige d'une époque faste
qui faisait vivre toute la région. La mine a fermé en 1999. Les expatriés sont partis. Les mineurs, eux, sont restés avec leurs familles, mais ils n'ont plus de travail. Seule consolation, ils ont pu garder leur logement dans les cités ouvrières de la vallée. Mais depuis quelques mois, de mauvaises rumeurs circulent. Les maisons auraient été construites avec des stériles miniers radioactifs. Expliquez-moi un peu. Bon, mais là, on a 2 cartes de l'exploitation minière d'uranium à Mounana. Vous avez ce côté-là, la première carrière, qui est sur la carte là. C'était la première carrière d'exploitation, qui s'appelait la carrière de Mounana. Et puis, on a eu une deuxième exploitation qui est située, qui était une exploitation souterraine, je crois, celle de Bouindi. Et après, on est repassé ici, ça c'est l'exploitation de Clos, une carrière aussi, qui aujourd'hui est remplie d'eau, maintenant vous voyez. Et il a été démontré, évidemment, que certaines maisons ont été construites avec des matériaux radioactifs. Et il y a des gens, certainement, des entrepreneurs, qui se sont servis de ce sable-là pour aller construire la maison. Ça a été démontré. La preuve, peut-être, qu'est-ce qui dit que cette maison dans laquelle je suis n'est pas été construite avec ces mêmes matériaux? Vous voulez qu'on vérifie? Oui, mais je veux bien, hein. Il faut bien vérifier. Oui. Je vais faire une mesure à distance du sol, et après je ferai une mesure au sol. Il faut faire 2 mesures en fait, hein. Ça dure à chaque fois 4 minutes à peu près. Ouais. Nous avons été formés à l'utilisation d'un compteur Geiger, qui va nous servir tout au long de notre enquête. Donc je le mets au sol pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, on est à 0,78, c'est-à-dire la radioactivité naturelle c'est 0,10, on est à 8 fois la radioactivité normale. Vous le saviez? Ben non. Comment vous réagissez de savoir que votre maison est radioactive là? Mais j'ai réagi comme tout le monde qui peut savoir qu'il est en danger. Moi, je suis en danger. Et tout en sachant que je suis dans le danger, mais ma réaction c'est laquelle? C'est peut-être de quitter la maison, s'il faut maintenant. De la colline, domaine des cadres de la mine, jusqu'à la vallée, cité des ouvriers. De nombreuses maisons de Mounana seraient marquées par la radioactivité. Dans la cité Rénovation, 3000 habitants vivent dans 660 logements. L'AIEA, Agence internationale à l'énergie atomique, a contrôlé ces bâtiments et recommandé la destruction d'une vingtaine de blocs. Un seul a pour l'instant été démoli. En attendant leur expulsion, les habitants continuent d'habiter ces maisons, inconscients du danger. On a fait la mesure ambiante, là c'est 0,41, maintenant on va faire la mesure au sol pour voir ce que ça donne. Hein. Ouais. Alors, on sent que ça va bien. Un danger silencieux, inodore et totalement invisible. 0,58. Oui. Il n'y a pas de colère, les gens ici, ils ne sont pas en colère. Mais on ne sait pas à qui ça prend. C'est ça le problème. Les gens qui nous ont gérés ont mal géré. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas qui... S'il faut créer un attroupement pour aller voir quelqu'un, on ne sait pas chez qui aller. Surtout que les enfants ici ne sont même pas suivis. On ne sait pas qui atteint la radioactivité, qui n'est pas atteint. Mais on est là tous dans l'ignorance. La radioactivité se concentre surtout dans les dalles des maisons. Une radioactivité ambiante sans danger immédiat, mais qui, cumulée dans le temps, peut largement dépasser la dose maximale annuelle admissible. La pollution radioactive est partout, jusque dans les lieux publics. Le supermarché de la cité par exemple, mais aussi le marché couvert. Ici, les agents du CNPPRI, l'organisme de surveillance de la radioprotection du Gabon,
sont venus faire des prélèvements. Un carottage dans la dalle en témoigne. Personne cependant à Mounana n'a jamais entendu parler des résultats de ces prélèvements. Cet appareil décrit tout, ça dit tout. Donc vous voyez que ma réaction, au fond du cœur, je ne suis pas vraiment à moi, parce que là déjà je cours un grand danger là où je suis là. Et nous sommes là des années. Personne n'a songé au moins à signaler à toute cette population correctement que non, ici il y a de la radioactivité en plein. C'est ce COMUF qui nous a laissé ici dedans. C'est le groupe Areva que nous connaissons qui a travaillé ici des années et des années. C'est un peu ça. Vous pensez qu'ils le savaient? Mais forcément, Areva, COMUF, ils le savent bien. Plus qu'Areva est toujours là à 0 mètre, ils le savent. Et ici, c'est un lieu public? Bien sûr, c'est un lieu public. Même vous voyez, il y a des enfants, il y a des chauffeurs qui chargent là, c'est un lieu public. Partout où nous allons à Mounana, notre compteur Gégère signale la présence invisible de la radioactivité. Par exemple, dans l'ancien garage, là où travaillait comme mécanicien le mari de Jacqueline Godet. Sur les carcasses de bulldozer que conduisait son père, chef de travaux. Cet engin, il a servi en mine, directement. Par contre, le gros bulle là, il a servi directement en carrière aussi. Bon, il devait peut-être se retrouver avec les autres de l'autre côté. Ils sont restés là. Ils sont restés là. On va faire une mesure au niveau du sol. Ces épaves sont les dernières traces de l'activité de la COMUF. L'ancienne usine de traitement du minerai a disparu. À son emplacement, il ne reste qu'un grand terrain vague. Comme si elle avait souhaité effacer les traces de son passage, la filiale d'Areva a démoli l'usine et déversé ses gravats au fond d'une ancienne mine à ciel ouvert, la carrière d'Oclos. Aujourd'hui, ce vaste trou, profond d'une centaine de mètres, est totalement rempli d'eau. Cette carrière, aujourd'hui, elle est remplie d'eau. Et lorsqu'on a démantelé l'ancienne usine ou la nouvelle, tous les déchets ont été rejetés. Donc, tout ce qui a servi à la construction de l'usine, les fers, les engins de mine, tout a été jeté à l'intérieur de cette carrière. On a mis de l'eau. Et au fur et à mesure, avec les pluies, avec certainement les eaux de couches d'eau souterraine, ça a fini par se remplir. Et de là, cette eau, ils ont fait un petit canal. Cette eau-là se replonge malheureusement dans une rivière que les gens se lavent actuellement là-bas. Quelles conséquences pour cette population qui se baigne, pêche le poisson, lave son linge? Cette radioactivité ambiante a-t-elle des conséquences sur leur santé? Avant de fermer la COMUF, Areva n'a pas seulement ordonné la destruction de l'usine. Le groupe a aussi lancé des travaux gigantesques qui ont totalement modifié le paysage. On a construit cette digue qui a stoppé net le cours de la rivière Ngamamungu. Moïse, un ancien mineur, confirme que là aussi on a jeté des déchets avant de laisser monter l'eau. La digue, on l'a construite, c'est pour noyer tous les déchets venant des usines. Tous les travaux de la digue ont duré au moins 2 ou 3 ans, parce que c'est bien avant la fermeture de l'usine qu'on a fait ça. À ton avis, pourquoi on a fait ça? C'était pour faire disparaître les traces? C'était pour faire disparaître les traces. En aval de la digue, l'ancien lit de la rivière a été recouvert de terre, sur 50 hectares. Le site est sous surveillance. Un capteur d'air mesure 24 heures sur 24 la présence éventuelle de radon, un gaz radioactif issu de la désintégration du radium. Si Areva a pris soin de déverser ici 200 000 mètres cubes de terre, c'est que pendant des années, l'usine a rejeté ses déchets directement dans la rivière.
On estime à 2 millions de tonnes ces déchets à la fois radioactifs et chimiques. Ces travaux de maquillage ne sont pas allés assez loin. Albert, un habitant de la cité, nous guide dans la forêt voisine. Nous allons retrouver l'ancien lit de la rivière. Le sol est totalement recouvert de boue radioactive. Albert, où est-ce qu'on se trouve ici, là? On se trouve vers le bas de la digue de Mitembe. On n'est pas tellement loin de la rivière. On rejetait directement dans la rivière? Mais ça descendait sur la rivière direct, puisque les vidanges étaient sur la descente des rivières. Directement? Directement. Il n'y avait pas il n'y avait pas à rejeter où. Ils ont jeté ça où? C'est ici qu'ils l'ont jeté? Ils ont jeté tout ici et tout descendait. Tout descendait le long de la rivière. Donc là, on est à 1 mètre du sol, là, et on est déjà à 3,55. Notre compteur Jaeger s'affole. Selon les endroits, nous relevons 70, 80, 90 fois la norme naturelle. Depuis 1958 jusqu'à ce jour, on ne savait rien. C'est à partir de l'an 2007 que le ministère des Mines a découvert la situation. Voilà, là on a la mesure. « 6,98, 70 fois la norme, 70 fois. » En 2007, l'organisme de surveillance de la radioprotection du Gabon effectue des mesures et interdit à la population de se rendre dans la forêt. Les femmes venaient ici tremper le manioc, nourriture de base de l'alimentation des familles. Et pourquoi ils allaient dans la rivière alors? Mais le manioc se plonge toujours dans la rivière. Le manioc, forcément, il faut que ça trouve sa solution dans la rivière pour être mou. On ne peut pas le manger en tubercule. Si tu veux manger en tubercule, oui, mais quand tu veux manger en manioc, tu me plonges dans l'eau. Donc on plongeait le manioc dans l'eau ici? Oui, on plongeait le manioc dans l'eau. Pendant combien d'années? Ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans qu'on a ce problème. La Comuf savait, mais pendant toutes ces années, personne n'est venu dire aux femmes du village qu'il y avait un risque de contamination des aliments. Aujourd'hui encore, ces mamans continuent de tremper le manioc, non loin de la rivière, dans les mares avoisinantes. Elles n'ont pas d'autre solution. Il faut bien nourrir la famille. Si on nous a dit que ce n'était pas bon de tremper le manioc ici, mais nous sommes obligés de le faire. Dans la cablance, nous sommes obligés. Mais sinon, ce n'est pas bon de tremper le manioc là. Et c'est après, dans 3 ans ou 4 ans, qu'on dit déjà que c'est pollué. Mais on ne peut rien faire. Tu as peur pour ta santé? Oui, j'ai peur, surtout pour la santé de mes enfants. Moi, j'ai déjà beaucoup consommé, mais j'ai peur de mes enfants. Depuis toujours, vous avez trempé ici? Ah, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, depuis que Comif existait. Les habitants de Mounana ne savent rien des analyses réalisées sur place, des résultats des capteurs. Tous ont le sentiment d'avoir depuis toujours été laissés volontairement dans l'ignorance. Le sentiment général, c'est que nous étions abandonnés à nous-mêmes. Même quand on travaillait, Comuf ne nous a pas dit les dangers de la radioactivité. Nous avons emporté avec nous une liste de mineurs qu'on nous a signalés comme étant malades. Nous allons tenter de les retrouver. Les malades, il y en a eu. Les malades, il y en a eu. Il y en a qui sont morts. Ils sont morts de quoi, ces gens-là? Il y en a qui sont morts des infections pulmonaires, il y en a qui sont morts de mal des pieds, de mal des articulations. Là, j'ai des noms de mineurs qui disaient qu'ils étaient malades il y a 3-4 ans. Vous allez me dire s'ils sont encore en vie. Benoît Yonganga. Il est mort. Benoît Bobata. Il est mort. Gilbert Ngana. Il est mort. Les gens sont en colère. Non, ils vont se fâcher avec qui? Ils n'ont pas d'interlocuteur. Areva, c'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler facilement. Les mineurs de notre liste sont morts pour la plupart. À leur domicile, nous retrouvons leurs veuves, seules et sans aucune aide financière.
Il y a combien de temps qu'il est mort? Il y a combien de temps, je crois, ça ne fait même pas un an. Hein? Un an déjà, ouais, un an. Hein? À peu près un an. Ouais. Il est mort. Votre mari, il n'a eu aucun soin? Non, sauf quand le Comif l'avait évacué, il était sous traitement de Soliprède. Maintenant, quand la Comif est partie, sans soin, il ne pouvait plus suivre le traitement parce que c'est un long traitement. Il n'avait plus les moyens pour payer. Personne ne l'a aidé? Non, personne. Et aujourd'hui, vous êtes aidé? Non. Vous n'avez aucune nouvelle de la Comuf? Non. Aucune indemnisation? Non, il n'y a rien. Nous retrouvons l'un des noms de notre liste. Joseph revient de l'hôpital. Il a fait des radios pulmonaires financées avec ses propres économies. Depuis des mois, Joseph est malade et par manque de soins, il souffre le martyre sous les yeux impuissants de son petit-fils. On ne donne pas les résultats, c'est un secret, on ne dit pas. Son problème, c'est à quel niveau? Il a un pompe dans les poumons, le cœur aussi. Dans le poitrine, là. Et puis l'étouffement. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous dit qu'il est malade? Comment il le ressent? Ben, en criant, souvent en matinée, quand je me lève, il est là, il crie, aïe, aïe, il a mal, il se sent mal, il mange pas bien. Toujours assis là, pensif. Combien sont-ils ces mineurs, déjà disparus? Combien de morts dans la souffrance, sans soins ni accompagnement thérapeutique? On constate que les maladies se déclarent souvent 10 à 15 années après l'exposition. Au Gabon, la commu fait partie depuis longtemps. Je me dis qu'on a été trompés, ils nous ont pris pour des cobayes. Nous avons été trompés. Si on savait ce qui s'est passé là, mais je ne crois pas qu'il y a eu des gens qui ont fait 30 ou 40 ans de mine. Hein. Parce qu'il y en a qui ont fait 30 ans de mine. Avant notre départ, nous prélevons un peu de boue dans l'ancien lit de la rivière. Nous allons faire analyser cet échantillon par la CRIRAD. Ça fait quoi ça? C'est trop déjà, hein? On va pas en prendre trop, hein? Cette association française, basée à Valence dans la Drôme, défend le droit à l'information sur la radioactivité et le nucléaire. La CRIRAD emploie une dizaine de scientifiques, dont Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire. Ces analyses vont confirmer nos mesures de terrain. Donc ça, ce sont des échantillons que vous nous avez ramenés du Gabon. Bon, certains sont vraiment très contaminés. C'est le cas en particulier du sol qui a été prélevé dans la forêt. Hein. Alors, il est contaminé, on le voit bien avec cet appareil, par du radium en particulier. L'analyse qu'on a fait au laboratoire montre que c'est vraiment du résidu d'extraction de l'uranium. On détecte la présence de nombreux éléments radioactifs et qui sont très radiotoxiques. Le thorium-230, 18 000 becquerels par kilo, c'est une des substances les plus radiotoxiques par inhalation, donc lorsque les boues sont sèches. Du plomb-210, 11 000 becquerels par kilo. C'est un des éléments les plus radiotoxiques, cette fois-ci par ingestion. Le problème, c'est qu'à l'époque, mais encore aujourd'hui, les gens qui vivent sur ces territoires courent des risques à cause de cette radiation. Hein, les mesures que vous avez faites montrent qu'à 1 mètre du sol, on a un niveau de radiation qui est de l'ordre de 20 à 40 fois supérieur à la normale. Donc une personne, par exemple, qui est sur ce terrain, disons, 1 heure chaque jour pendant l'année, peut largement dépasser les limites de dose acceptables. Et donc, cette contamination est tout à fait inacceptable. En 2005, l'ONG Médecins du Monde mène une enquête à Mounana. Son président, Michel Bruguière, est présent lors de l'expertise médicale. Pour lui, il n'y a aucun doute. Les mineurs et la population ont été exposés à la radioactivité et peuvent développer des cancers. Avec l'uranium, il n'y a pas que le poumon. Il y a le poumon, c'est vrai, hein, mais il y a le rein, hein, et ça on n'y pense pas souvent, et il y a les os aussi. Hein, c'est-à-dire qu'ils finissent par avoir des os qui se cassent, qui sont un cancer des os. Hein, bon, hein. Donc c'est quand même incroyable. Hein.
hein, qu'encore aujourd'hui, hein, il y a des chefs d'entreprise, il y a des conseils d'administration hein, qui acceptent de mettre leur personnel dans des conditions comme ça. Hein. Pour moi, c'est impensable, ça, hein, aujourd'hui. Hein. On aurait été au XVIIIe siècle, j'aurais dit OK, hein, mais aujourd'hui quand même. Hein. La pollution radioactive de Mounana est-elle isolée ou est-ce toute l'industrie de l'uranium qui pose problème? Nous souhaitons mener l'enquête sur un site toujours en activité. Après de longs mois de négociations avec Areva, nous sommes autorisés à nous rendre sur le site d'Arlit, au Niger. C'est une opération de communication pour le groupe Areva, qui est vivement attaqué pour la gestion de ces deux mines, exploitées là-bas depuis 40 ans. On nous promet de répondre à toutes nos questions. Au premier matin d'un voyage de 3 jours, nous entrons là où les caméras pénètrent rarement. Nous croisons d'immenses tas de roches, des millions de tonnes de terre, déplacées pour atteindre le minerai d'uranium. Le plat désert du Niger s'est transformé en paysage lunaire. On exploite un nouveau gisement. La carrière est déjà profonde d'une 50aine de mètres, mais les engins de chantier ne sont pas encore parvenus au minerai d'uranium. Ici, tout est gigantesque. Pelleteuses, bulldozers et camions. Ici, on se trouve sur le gisement de Tamgak. C'est une fosse qu'on a commencé il y a 8 mois, donc qui représente une centaine de millions de tonnes de découverture. Et là, on a déjà extrait les 15 premières millions de tonnes. Pour produire une tonne d'uranium, il faut à peu près dégager 50 000 tonnes de stérile. C'est énorme, 50 000 tonnes. Oui, c'est énorme. C'est pour ça qu'on a des moyens miniers adaptés. 1500 mineurs travaillent sur 2 sites miniers. Cette mine à ciel ouvert s'appelle la Somaïr et produit 1300 tonnes d'uranium par an. Sa grande sœur, la Cominac, extrait 1700 tonnes d'uranium chaque année. Sur ce site, le minerai est plus profond, environ 250 mètres sous le sol. La mine est donc souterraine, les conditions de travail beaucoup plus pénibles qu'au jour. Jusqu'en 1986, les règles de sécurité étaient inexistantes. Mais désormais, les mineurs portent sur eux un dosimètre et se protègent des poussières. Chaque opérateur, il descend avec son masque. Donc, on est supposé porter son masque lorsqu'on descend au fond de la mine. Et ce masque donc, nous protège contre la poussière radioactive. La radioactivité, si on fait un test, elle tourne autour de 9 à 12 microsieverts par heure dans les chantiers. Ça dépend des endroits? Ça dépend des endroits, ça dépend de la teneur. Si la teneur elle est très forte, la radioactivité aussi elle monte. Ça peut aller jusqu'à combien? On a eu dans le passé des endroits à 30 microsieverts par heure. 30 microsieverts par heure, c'est 300 fois la radioactivité naturelle. Dans ces conditions de travail pénibles, tous les mineurs ne portent pas le masque en permanence. Ils sont donc régulièrement exposés aux poussières radioactives issues du minerai, à la présence du gaz radon. Et surtout, le masque ne protège pas des puissants rayons gamma émis naturellement par la roche. Pour preuve que les règles de sécurité ne sont pas toujours respectées, ces images tournées par un cinéaste indépendant montrent des ouvriers manipulant de l'uranate liquide avec de simples gants en caoutchouc. Ces pots de verre sont des échantillons destinés au laboratoire de la mine pour déterminer la richesse du minerai. Le site dispose d'une usine de traitement du minerai, identique à celle qui se trouvait à Mounana au Gabon. Pour y pénétrer, on nous distribue des masques à gaz qui nous protégeront des poussières éventuelles. Le minerai d'uranium est d'abord concassé en fines particules.
Il subit ensuite un traitement chimique. On arrose le minerai avec de l'acide et qui dissout l'uranium. Alors tout l'uranium est passé dans l'acide. Ensuite là, on l'arrose d'eau pour évacuer cet acide et cet uranium. Donc là, il ne reste plus que la poudre qui contient quasiment plus d'uranium. Ça, c'est du stérile. Dissous par l'acide sulfurique, l'uranium est ensuite précipité dans la soude pour retrouver une forme solide. Alors là, on doit prendre un tout petit peu de gamma, mais ça doit être négligeable. Mais ce serait surtout les poussières, ouais. On obtient alors de l'uranate, sorte de pâte jaune, qu'on appelle aussi le yellow cake. C'est encore séché et ensuite ça part en France. Ouais. Mise en fût, l'uranate est envoyé en France pour y être enrichi et transformé en futur carburant nucléaire. Ces fûts, ils contiennent bien sûr une matière radioactive, mais leur étanchéité est garantie, leur transport est conforme aux normes internationales et au contact, il n'y a pas de radioactivité puisqu'il y a une feuille de métal qui garantit l'innocuité. Le problème, c'est que cette industrie produit des déchets miniers sous forme de boue. Dans ces boues, on trouve des produits chimiques issus de la transformation de l'uranium, mais aussi des déchets radioactifs, du thorium, du polonium, du radium, du plomb 210, des éléments issus du minerai, mais inexploitables. Ces boues grises, ce sont les mêmes que celles découvertes dans la forêt du Gabon. Mais ici, il n'y a pas de rivière pour les évacuer. Alors, on les entasse sur d'immenses verses. Il y en a une sur chacun des deux sites. Et ça représente 35 millions de tonnes accumulées depuis 40 ans. Les analyses, très souvent, ne reposent pas sur des faits et des données véritables. Le responsable de la communication est un ingénieur des mines. Il nous assure que ces boues ne présentent aucun danger. Ce produit est bien géré, il est mis en tas. Nous sommes sur une de ces verses-là. Il sort de l'usine humide. La mise en tas se fait ici dans le cadre d'une exploitation en plein désert, au soleil. Il sèche, il forme une croûte qui résiste au vent. Donc c'est radioactif ou c'est pas radioactif? C'est faiblement radioactif parce qu'il contient quand même les éléments de la dénucléation de la chaîne d'uranium qui sont radioactifs. Le fait que ça soit à l'air libre fait dilution et tout s'équilibre dans la nature. En quittant cette grande verse, nous emportons avec nous un échantillon de boue. Les analyses effectuées par la CRIRAD sont moins rassurantes que les explications d'Areva. Comme dans les boues du Gabon, on y trouve des éléments très radiotoxiques par inhalation et par ingestion. Des déchets à vie très longue, présents pendant des dizaines de milliers d'années. Autre problème, celui de l'eau. Dans ce grand désert, les mines et les usines utilisent beaucoup d'eau pour extraire et traiter le minerai. Sur la durée, les associations de protection de l'environnement craignent surtout une pollution des nappes en profondeur. Aman Iman, l'eau c'est la vie, disent les Touaregs. Sans eau, que deviendra cette région désertique? Est-ce qu'il y a un risque de pollution des nappes par exemple? Par ce produit-là, c'est ce que je vous ai expliqué. Nous sommes sur un soubassement argileux qui protège la nappe. Nous avons les réseaux de surveillance qui nous permettent de vérifier ces hypothèses-là. Les résultats que nous observons aujourd'hui sont conformes aux prévisions. Il n'y a pas de pollution de la nappe par l'activité minière d'uranium. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez fermé des puits par exemple et pourquoi? Nous avons, dans le cadre de la surveillance globale de l'aquifère, certains puits qui sont apparus marqués à nitrate. Ces puits contenaient entre 150 et 200 microgrammes d'uranium par litre, alors que la norme sanitaire en autorise 15. Pour Areva, cette pollution n'est pas d'origine industrielle. Pour vous, il s'agit d'une pollution naturelle? C'est une pollution naturelle. L'étude que nous avons fait faire par le cabinet ANTE en 2008 nous a bien conforté dans cette hypothèse-là que l'activité minière elle-même ne génère pas de pollution en nitrate au niveau de la nappe de la région.
Quant à la pollution de l'air, elle serait inexistante. Les bouches d'aérage de la mine souterraine évacuent pourtant en permanence le radon. Mais pour Areva, ce radon ne présente aucun danger pour les populations. Tout est une question de concentration. En matière de pollution, le meilleur traitement, c'est la dilution. Du radon qui est concentré parce qu'il est confiné, lâché à l'air libre, vous tombez dans des concentrations extrêmement faibles qui sont insignifiantes et souvent presque pas détectables avec les appareils. Mais il n'y a pas de traitement du radon dans l'air, ça ne se fait pas, c'est pas possible. On l'a cependant prouvé scientifiquement, le radon se transforme en métaux lourds radioactifs. Le plomb 210 et le polonium 210, qui s'accumulent sur le sol et les végétaux. Située à moins de 5 km de la mine, la ville d'Arlit et ses 85 000 habitants sont-ils réellement préservés ? Bruno Charéron, le scientifique rencontré au laboratoire de la CRIRAD, mène des études de terrain autour des mines d'Arlit depuis décembre 2003. Ces études ont révélé que les stériles miniers radioactifs avaient été utilisés comme remblais devant l'hôpital de la ville, que des puits étaient contaminés à l'uranium. Dans le centre-ville, le scientifique s'intéresse à ces ferrailles, des matériaux provenant des mines et des usines d'Areva et qui n'auraient jamais dû en sortir. Vendus sur le marché local, ils révèlent un taux de radioactivité anormal. Je suis en train de mesurer discrètement le rayonnement gamma qu'émettent ces ferrailles. Elles sont manifestement contaminées puisque j'ai un niveau de radiation 10 fois supérieur à la normale. Les habitants utilisent ces ferrailles radioactives pour construire leurs maisons, réparer leurs voitures. Ils fabriquent parfois des outils et même des ustensiles de cuisine. Donc il y a une pollution de l'air, il y a une pollution de l'eau, il y a une dispersion de solides radioactifs, les ferrailles, mais aussi des remblais radioactifs, et c'est tout ça qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'il faut que les exploitants et les États et les populations prennent conscience du fait que l'uranium, bien que naturel, est une substance radioactive et dangereuse, l'uranium et tous ses descendants. L'hôpital de la Communac d'Arlit est totalement financé par Areva. L'établissement ne soigne pas seulement les mineurs. Toute la population y reçoit des soins gratuitement. Les médecins qui nous accueillent vont nous expliquer que les diarrhées, le paludisme, les problèmes ORL sont des pathologies les plus souvent soignées. Mais des maladies liées à la mine, il n'y en a pas. Tous les agents qui travaillent au sein de la mine ou qui travaillent au niveau donc de la Communac à Kouta sont des patients qui sont suivis de façon systématique. Donc de façon annuelle ou bien annuelle, nous avons des bilans qui sont effectués au niveau des malades et ces bilans n'ont pas permis donc de détecter actuellement des maladies qui sont liées à l'activité uranifère. L'hôpital vient de percevoir un nouveau matériel flambant neuf. Il n'a pas encore servi. Parmi les nouvelles machines, cet automate d'immunologie qui permettra par exemple de repérer les maladies thyroïdiennes. Jusqu'à présent, aucun équipement ne permettait de dépister les maladies liées à l'activité minière. Le cancer ici, en effet, on ne connaît pas. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas identifié de pathologie cancérigène qui a été considérée comme étant une maladie professionnelle. Résumons. Il n'y a donc à Arlit aucune pollution de l'air, de l'eau ou du sol, aucune contamination des mineurs ou des populations, et surtout, pas de cancer. Un mot qu'on ne prononce jamais. Vous pensez que cette industrie n'a jamais fait de victimes? On n'a pas connu de victimes cachées. On a des accidents de travail qui ont donné des causes ou des résultats malheureux. À la radioactivité, au radon, tout ça. On n'a pas d'éléments probants là-dessus. D'accord. Dans la ville d'Arlit, tout le monde ne partage pas cet avis. Areva a prévu une rencontre avec la société civile. 1 heure de rendez-vous, un gage d'ouverture et d'équilibre. La société civile, c'est surtout une association, Agirinman, et son président, Al-Mustafa Alassane. Al-Mustafa travaille à la mine Somaïr.
Il a aussi créé une ONG pour dénoncer les atteintes à l'environnement faites par les mines d'Areva. Une situation de plus en plus difficile à tenir pour lui. Un représentant du ministère de la Communication du Niger nous accompagne. Il y a aussi un membre de la communication locale d'Areva. Nous décidons de revenir la nuit pour parler plus librement. On a visité les 2 hôpitaux et on nous a dit qu'il n'y avait jamais eu un cas de cancer. C'est scandaleux. Vous imaginez, depuis depuis 1968 à maintenant, il n'y a jamais eu de cancer, mais Arlit, c'est un paradis de santé. C'est curieux, surtout des gens qui travaillent dans des mines. Moi, je connais bien les conditions des opérateurs comme les conditions des gens qui travaillent dans les mines. Et je crois que c'est connu sur le plan mondial. Donc dire que depuis il n'y a pas eu de cancer, il faut oser. Il faut vraiment oser de le dire. Parce que sinon, vraiment, pour un homme normal, je trouve que, même par pitié en tout cas, il doit s'abstenir de dire un certain nombre de choses sur les humains. Des mineurs malades, Agirinman en a recensé 130 sur la ville d'Arlit. La mine a aussi rendu malades des salariés expatriés. En région parisienne, nous rencontrons Serge Venel, 58 ans. Il a travaillé à la Cominac d'Arlit entre 1978 et 1985, au plus fort de l'exploitation du minerai. Bon, là, ils ont des combinaisons. Voilà. Mais toujours pas de masque. Ça, c'était la formation professionnelle, mais c'était ceux qui étaient en cette tenue-là, c'était ceux qui conduisaient les engins. Serge Venel est malade depuis plusieurs mois. Le t-shirt et le short, voilà, quoi. Que nous, à l'usine, on n'a pas de casque. On ne nous a jamais dit qu'il fallait mettre un casque. Et vous, quelle est votre maladie aujourd'hui? C'est un cancer du poumon. Donc, au départ, le pneumologue, est-ce qu'il ne savait pas que j'allais travailler dans le nucléaire? Donc il m'a dit, c'est la cigarette. Je lui ai dit, attendez, quand même, je me suis arrêté il y a près de 30 ans. Il m'a dit, 30 ans, ça fait beaucoup quand même. Et puis, après, il a appris que, je ne sais pas si c'est par vous, ou par toi, ouais. Ah, il a dit, ok, le nucléaire, ok. Une cigarette, on oublie. Nucléaire. Chef mécano à la Cominac d'Arlit, Serge Venel était chargé de la maintenance des engins et descendait régulièrement dans la mine où l'exploitation venait de commencer. Les gens, on a dû les recruter sur place, des Touaregs, des Djerma, des Avoussa. On a pris des gens de la région. On a pris ceux qui semblaient les meilleurs pour devenir mécaniciens, électriciens ou autres. On les a formés. Et puis voilà. Après, on a formé les équipes. Donc on a mis en place, mais au début, on travaillait vraiment comme des sauvages. Hein. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de combinaison. On travaillait en short, en chemisette. Donc voilà. On ne nous a rien dit. À aucun moment, on nous a dit méfiez-vous de la poussière, c'est radioactif. C'est ceci, c'est cela. Jamais, 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 jamais. Est-ce que vous pensez que les ouvriers étaient encore plus en danger que vous? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je les ai protégés. Je me suis protégé au maximum. J'ai essayé de les protéger au maximum. Mais malgré tout, c'est pour ça que je voudrais avoir des nouvelles de... Au dernier moment, on est sûr qu'on va signer. Sans réaction de leur employeur, les victimes du Gabon et du Niger se tournent alors vers l'association Sherpa, qu'ils chargent de négocier avec Areva. Une négociation qui va durer 6 ans. Sherpa est dirigé par des avocats qui défendent les populations victimes de crimes économiques. À quelques jours de la signature, Areva est revenu une dernière fois sur son accord. Mais les responsables de Sherpa touchent enfin au but. C'est la reconnaissance du fait
que les conditions d'exploitation de l'uranium n'ont pas été si satisfaisantes que ça, puisqu'on admet le principe d'une indemnisation de ceux qui pourront justifier d'avoir contracté des maladies liées aux conditions de cette exploitation. Areva ne pourra pas dire, mais je ne savais pas que telle ou telle construction polluait. Je ne savais pas que telle maison, enfin que le fait que ces maisons-là soient radioactives avait des impacts sur la santé. Elle ne pourra plus le dire. Et donc, sur un plan juridique, Areva savait, Areva connaissait la cause de la pollution, Areva avait les moyens d'y remédier, et si Areva n'y remédie pas, c'est ce qu'on appelle une faute, et donc Areva sera répréhensible juridiquement. Mais moi je trouve très important que peut-être le sentiment... C'est la première fois dans le monde qu'un opérateur minier accepte d'indemniser les victimes de son activité. Cet accord prévoit aussi l'installation d'observatoires de la santé au Niger et au Gabon. Sherpa, Médecins du Monde et l'opérateur Areva composeront ces observatoires qui décideront de l'indemnisation des victimes. Donc on va examiner ça de façon individuelle. Pour Jacqueline Godet, c'est la fin d'une longue attente. Cette journée est une grande victoire. Oui, c'est un grand soulagement. Un grand soulagement. On nous a enfin entendus. Il y a un grand poids qui s'est déversé d'un coup, qui est parti. Même si je sais que ce n'est pas fini. Au contraire, maintenant on va batailler avec les dossiers médicaux, tout ça, ça va. Mais déjà, ils ont accepté, on a crié, et ils ont entendu. Au bout de 9 ans, grâce aux Sherpas, aux Médecins du Monde et à la CRIRAD. Et je en suis fortement reconnaissante. En acceptant la création de ces observatoires de la santé, Areva espère redorer une image ternie et faire taire les critiques. Nulle part dans cet accord, Areva ne reconnaît officiellement sa responsabilité. Mais c'est pourtant bien de cela dont il s'agit. Ce n'est pas l'activité qui posait ou qui pose aujourd'hui problème. Ce qui crée des suspicions, c'est le suivi sanitaire post-professionnel. Areva apporte des éléments de réponse, mais visiblement la société civile n'est pas convaincue par tout ou partie de ces éléments de réponse. Et pour un groupe comme Areva, c'est une situation qui n'est pas acceptable, parce que nous sommes dans une logique de développement, mais de développement durable, et qu'il n'y aura pas de développement durable pour Areva, d'un point de vue économique et social d'ailleurs, s'il y a suspicion et polémique autour de nos activités. C'est la raison pour laquelle nous voulons que tous ces sujets soient mis sur la table en toute transparence. Dans le nord du Niger, l'exploitation de l'uranium continue. La terre est à vendre. Le prix de la tonne d'uranate est à la hausse. Le Niger met en vente 122 concessions. La France, mais aussi le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, la Russie et bien sûr l'Inde et la Chine, grands consommateurs de combustible nucléaire, vont se partager 90 000 km². Un territoire grand comme 3 fois la Belgique. Nous, on est là, bien sûr, parce qu'on a besoin de votre uranium, mais on est là parce qu'on a besoin de partenaires stratégiques. Et le Niger, c'est un partenaire stratégique absolument essentiel pour la France. 27 mars 2009, Nicolas Sarkozy est reçu à Niamey et signe avec le président Mamadou Tandja un important contrat pour Areva. Au Niger, le groupe français va exploiter le site d'Imouraren. Vous m'attendiez, c'est très gentil ça. Nous avons effectivement signé en janvier une convention minière qui va nous permettre sur 35 ans de développer la plus grosse mine d'uranium d'Afrique, la deuxième plus grosse mine d'uranium au monde, et donc de devenir, ce que nous sommes déjà, mais un des principaux producteurs d'uranium sur le très long terme. Cette vente par lot du Nord-Niger est décrétée sans consultation des populations qui habitent sur ces territoires. En première ligne, les Touaregs, qui vivent pour leur malheur sur l'emplacement exact des gisements. Pour les hommes bleus, il n'est pas question de se laisser faire. Les Touaregs ont repris le chemin de la rébellion. Lorsque nous les rencontrons, ils viennent de remporter une victoire sur l'armée régulière du Niger. Il y a eu une vingtaine de morts ici, côté gouvernement. La rébellion a perdu un seul homme. Mais le but, c'est quand même de prendre le nord. Nous, on ne veut pas de diviser le Niger, on ne veut pas d'une partie d'État.
On veut être reconnu comme citoyen, comme avec des droits sur nos terres, avec des parties sur les richesses de la terre où on vit. C'est tout ce qu'on demande. Chef de patrouille, le lieutenant Issoufa est l'un des 3200 combattants de la rébellion Touareg. Le Touareg, quand il trébuche ou quelque chose comme ça, il crie toujours. Pour montrer, c'est un acte de bravoure. On ne tombe pas et on ne pleurniche pas. Il se bat pour faire reconnaître le droit de ce peuple autochtone à disposer de sa terre. Un droit désormais reconnu par une charte de l'ONU. Dans cette zone-là, actuellement, il y a beaucoup des endroits où ils ont fait des puits pour faire des recherches. Et les pâturages sont déjà radioactifs. C'est déjà pollué, ce n'est pas très bon. Les terres ne sont plus accessibles aux autochtones qui habitent sur place. Les gens ne peuvent plus aller faire paître, soit il y a l'armée qui va les chasser, en complicité avec les grosses multinationales qui exploitent. Dans 40 ans, que restera-t-il aux Touaregs lorsque leur territoire sera troué de carrières et de mines? L'exploitation d'Imouraren commencera bientôt en 2012. Nous sommes autorisés à nous rendre sur le futur site de la mine, mais sous bonne escorte. L'armée du Niger protège le convoi d'une éventuelle attaque de la rébellion. Le personnel d'Areva vit dans un camp retranché, à l'abri d'immenses buttes de terre. L'équipe est déjà à pied d'œuvre pour installer les infrastructures. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à voir, à part cette stèle inaugurée par le président Tandja lors de la pose de la première pierre. Ce gisement s'étale sur 8 km du nord vers le sud et 2 km de large dans sa partie la plus large. Imouraren, c'est un projet gigantesque, environ 8 fois la Somaïr à Arlit. 8 fois plus de terre à dégager, 8 fois plus de boue à la sortie de l'usine. La teneur d'uranium dans le minerai est de l'ordre de 8 pour 1000, je crois, donc c'est quelque chose de faible, mais l'étendue et le volume du minerai est tellement important que ça en fait un réservoir très important au niveau de l'uranium que l'on pourra en extraire. 200 000 tonnes sur les 40 ans. Et cette fois, promis juré, toutes les précautions seront prises pour éviter la contamination du site et des personnes. Avant même le premier coup de pelleteuse, Areva a décidé de faire un point sanitaire zéro. Des capteurs d'air sont déjà en action. Dans l'avenir, on pourra comparer les impacts de la mine avec l'état de l'environnement et de la population, réalisés avant le début de l'exploitation. Nous faisons ces états, nous les portons à la connaissance du public, et nous nous engageons et en même temps nous nous donnons un peu les bâtons pour battre si jamais on dévie. Et comme je disais dans une de mes interviews, il faut faire les choses justes dès maintenant pour que ça soit bon pour toujours. Et vous promettez la transparence? Mais absolument, on ne peut plus cacher. À partir du moment où vous avez donné ces éléments de base à quelqu'un qui vous surveille, vous ne pouvez plus vous dérober, c'est pas possible. L'uranium est produit dans des contrées lointaines, très loin de chez nous, très loin de nos préoccupations quotidiennes. On nous vend une industrie nucléaire propre, on nous parle du déchet ultime, jamais de la production de l'uranate en amont. À l'heure où la demande de carburant nucléaire n'a jamais été aussi forte sur la planète, cette industrie laisse derrière elle une pollution des sites. Une pollution présente lors des 100 000 prochaines années. À cette échelle, personne ne peut dire ce que ces déchets radioactifs deviendront. Investigation, c'est terminé pour ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Même chaîne, même heure. D'ici là, si vous souhaitez voir ou revoir nos émissions, n'hésitez pas, www.franceo.fr. Excellente soirée sur France O.